Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisque je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée au Mags à Monaco. Mais il n'y a pas que ça, nous allons avoir la critique flash du jeu Super House of Dead Ninja. Je sais pas ce que c'est mais ça fait envie. Money Shot et un des 6 sur Eclipse Phase. Mais on commence avec les news. Voici les premières minutes de gameplay du jeu PSN Rain, annoncé lors de la Gamescom 2012 par Sony. Difficile de ne pas penser à Ico en découvrant ce petit garçon d'apparence fragile, lancé à la poursuite d'une jeune fille aperçue sous la pluie, qui semble être traquée par des créatures fantomatiques. Mais Rain se distingue sur un point essentiel. Le garçon comme la fille sont invisibles et on ne peut apercevoir le contour de leur silhouette que lorsqu'ils passent sous la pluie. Idéal pour passer inaperçu lorsque l'on est traqué. Le joueur devra en effet jouer au chat et à la souris, avec les créatures qui le poursuivent. Du coup, à l'abri de la pluie, il ne pourra se fier qu'aux objets déplacés par le héros ou à ses traces de pas. Le jeu utilise visiblement une caméra fixe comme dans un God of War, ce qui a permis aux développeurs de jouer avec les angles de vue et de créer ainsi une mise en scène adaptée. Rain est un projet issu du PlayStation Camp, une structure japonaise permettant à n'importe qui de proposer une idée de jeu. Les équipes du PlayStation Camp sont à l'origine de titres très originaux tels que Echochrome ou encore Tokyo Jungle et récemment du jeu où il faut ouvrir des boîtes OpenMe. Autant dire qu'on attend avec une immense impatience leur dernière production, réalisée en collaboration avec Acquire et Japan Studio. Chasm se présente comme un sublime Metrovania 2D, un jeu d'exploration avec un système d'équipement et de leveling propre au RPG. Malheureusement, si ce dernier est en développement depuis maintenant quelques temps, au sein des studios Discord Games, à qui l'on doit les jeux 48 Chambers et Take Arms, il faudra attendre 2014 pour pouvoir y jouer. Chasm fera en effet prochainement l'objet d'une levée de fonds sur Kickstarter, histoire de permettre à l'équipe de poursuivre le développement. Le jeu sera également soumis au vote de la communauté Steam sur Greenlight. On espère en apprendre un peu plus sur ce séduisant projet auprès de la GDC, événement durant lequel il sera présenté sous la forme d'une démo jouable. Ah, les beautés de la vie active, la joie du tableur, de l'infographie, du word art, de la présentation diapo et des camemberts. Tout ce bonheur corporate, souvent trop injustement boudé. Le studio indé Digital Dreams semble être de cet avis et va fonder le gameplay de son nouveau jeu, Metrico, prévu en dématérialisé pour PS Vita, en partie sur ses éléments, effectivement très graphiques par définition même. Pour l'anecdote, le studio hollandais travaille dans le même immeuble que le studio Ronimo, à qui l'on doit Awesome Notes, et Vlambeer, responsable récemment des titres Super Crate Box et Ridiculous Fishing. Par contre, pour plus de détails, que ce soit gameplay ou date de sortie, il faudra attendre encore un peu. Il y a quelques semaines, c'était le Mags à Monaco, donc c'était un festival à Monaco, ce qui est assez rare quand même, parce que c'est une ville où on se dit, où il n'y a pas forcément des geeks, hein. Bah effectivement, il n'y avait pas forcément des geeks, hein. Les mecs venaient surtout de France. Les geeks de Monaco, j'en ai pas vu beaucoup. Et donc j'étais là-bas en dédicace. Et le soir, on va au restaurant. Et donc j'étais là-bas pour la bande dessinée. Donc j'étais avec les autres auteurs BD. Et on mangeait tous ensemble dans un resto. On est très proche de l'Italie. Hein. Monaco, très proche de l'Italie. Donc c'est un resto italien. Pizza. Voilà. On nous dit, voilà, on nous a dit que c'était très bon, etc., etc. On arrive dans un resto. La déco était, ma foi, à la fois atypique et typique, hein. Il y avait un peu de tout. Il y avait des femmes à poil sur un tableau à l'entrée, et tu dis c'est bizarre. On aurait dit une grande surface qui avait été transformée en resto italien. Il y avait beaucoup de bouteilles de vin, mais il y avait en même temps sur les murs des miroirs qui fabriquaient des fruits, qui étaient en forme de fruits. C'était plutôt moche, voilà. Mais ambiance très très italien quand même, hein, voilà. On s'assoit et là les autres dessinateurs sont en retard. Très bien. Et les gens du restaurant, qui, faisaient très italien dans le style parrain. Vous voyez? Et donc, les serveurs, ils passaient à côté de nous. Et ils nous parlaient pas. Et il y avait une ambiance un peu spéciale, parce que les autres n'arrivaient pas, il y avait 1 heure de retard. Et nous, on a commencé à dire, on voudrait être servi. Et là, il y a le gars qui arrive et qui nous fait, on attend les autres. Voilà, on va regarder la critique flash de Super House of Dead Ninja. Ce jeu, le titre, rien que le titre donne envie de l'acheter.
Sorti en 2012 sur la plateforme Adult Swim Games sous la forme d'un jeu flash gratuit, Super House of Dead Ninja est disponible depuis fin février sur Steam pour environ 6 € dans une version updatée. Le studio anglais Megadev, fondé en 2008 et spécialisé dans la production de jeux flash 2D, s'est associé à Adult Swim pour sortir cette version Steam qui comprend une nouvelle tour, 50 niveaux supplémentaires pour un total de 180 niveaux, des armes et des boss inédits, une option de jeu en plein écran ainsi qu'un éditeur de map permettant de partager ses créations via Steamworks. Super House of Dead Ninja a souvent été présenté comme un mix de Super Meat Boy et Ninja Gaiden, une double comparaison qui lui sied à merveille. Dans la peau de la Crimson Ninja, une héroïne mystérieuse dont l'histoire est en partie révélée par un comic book inclus au jeu, le joueur doit dévaler une succession de tours au background et aux ennemis sans cesse changeants. Mais les obstacles mortels, les ennemis et les boss situés à la fin de chaque type de tour ne seront pas les seuls adversaires du joueur, un chrono fixé à 30 secondes l'obligeant à foncer. Arrivé à la fin des 30 secondes, la mort apparaît sous la forme de la grande faucheuse et privera le joueur de l'une de ses 5 vies en mode de difficulté normale. Heureusement, des bonus en forme de réveil permettent de régulièrement remonter le compte à rebours à 30 secondes. Les mouvements sont nombreux, avec la possibilité de sauter, d'exécuter des doubles sauts, voire des super sauts, mais aussi de se baisser et de réaliser une attaque éclair vers le bas, comme une vrille ou un dash. Si plusieurs armes peuvent être débloquées au fil de votre descente, au départ, il faudra faire avec son épée, ses shurikens en quantité limitée mais que l'on peut récupérer après les avoir lancés, ses bombes, également en nombre limité, et une attaque magique de zone, se régénérant à l'aide du bonus correspondant. Le gameplay du jeu est précis, très rapide, au pad comme au clavier, et tout s'enchaîne à la vitesse de l'éclair, la plateforme et les combats cohabitant à merveille pour donner aux joueurs la sensation d'incarner une silhouette sans cesse mouvante et tranchante. Super House of Dead Ninja est d'ailleurs assez gore, mais du gore pixel art. La direction artistique rétro du jeu, magnifique, rappelle d'autres titres indés, comme des Bleed Pixels, Dust Force, Crunch ou encore VVVVVV de Terry Cavanagh. On notera également la configuration aléatoirement générée des niveaux à la Spelunky qui rend chaque partie unique tout en obligeant le joueur à ne jamais compter sur sa mémoire pour improviser. Blindé de petites subtilités, mais aussi de bonus et d'armes à débloquer, comme un nunchaku ou un fouet, Super House of Dead Ninja est un rêve pour tous les super players, sans pour autant exclure les joueurs moyens qui pourront terminer le jeu grâce aux nombreuses vies et aux 2 continues du mode de difficulté normale. Chaque arme modifie subtilement le gameplay pour finalement s'adapter au style de chaque joueur. Et avec un peu de pratique, on finit par enchaîner les ennemis au corps à corps pour remplir et maintenir sa jauge de rage et intensifier encore la frénésie inhérente au jeu. Pour 6 €, ce titre propose des heures de jeu à tous les amateurs de scoring, mais aussi à tous ceux désirant en percer les multiples secrets. La fin du jeu n'en est pas vraiment une d'ailleurs, puisque derrière il est possible de passer en mode infini pour enchaîner les étages au cœur du domaine d'Arbagus, le boss final. Histoire de conclure cette critique en beauté, voici quelques pro tips donnés par Mike Tucker, game designer et programmeur sur Super House of Dead Ninja, ces derniers donnant une bonne idée de la profondeur du jeu et des petites subtilités susmentionnées. Il est possible d'utiliser le Kusalegama ou le fouet pour ouvrir 2 coffres à la fois et ainsi obtenir 2 bonus plutôt qu'un seul. Si vous retrouvez votre tête après avoir utilisé un continue, un item bonus se débloque une fois celle-ci détruite. Afin d'obtenir le pistolet laser, il faut tuer 2 boss plus le boss final sans avoir utilisé de continue. Alors, vous vous sentez de taille à relever le défi ? Donc, les autres n'arrivent pas, on est embêtés, on est 4 à table, on commence à rire un peu de la déco quand même, mais un peu gêné. Là, ils voient qu'on attend quand même beaucoup, donc ils nous servent. Et je connaissais pas du tout, il paraît que c'est une spécialité italienne, mais ils nous servent de la pizza, mais c'est que de la pâte, il n'y a rien sur la pizza. Alors je sais plus le nom, mais après quelqu'un m'a dit, mais moi sur le coup, on me donne de la pâte, de la pizza avec rien dessus. Et je me suis dit, mais c'est quoi ? C'est hallucinant quoi. Heureusement, les dessinateurs arrivent, et là, on est servi. Et en fait, on se rend compte que le festival nous a pris un repas en fait de base, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Et donc, on nous sert des pâtes bolognaises, pâtes bolo, quoi. Et
il n'y avait pas de sauce, c'était pas bon. Et il y en avait trop. Mais vraiment, genre les assiettes, mais elles étaient tellement remplies, quoi. Donc, tous on mange et on se regarde en faisant ah, et donc on en mange un peu et tout machin. Et le mec, le serveur, passait à côté. Et genre, il matait nous en train de manger. Et on s'est dit, putain, si on finit pas, on va se faire tuer. Et à un moment, on peut plus, on arrête. Le serveur s'approche et on regarde Money Shot. Bam. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, il n'y a aucun lien entre les deux films présentés, puisque l'on parlera de Dead Man Down et Iron Man 3. Après s'être mondialement fait connaître grâce à la première adaptation de Millennium, Niels Arden Opleff, le réalisateur, et Noomi Rapace, la comédienne incarnant Lisbeth, se retrouvent avec Dead Man Down. Premier long métrage de Opleff aux États-Unis, Dead Man Down raconte le destin de deux personnages animés par la vengeance. D'un côté, Victor, le bras droit d'un Kane new-yorkais à la recherche d'un homme s'en prenant à leur gang, éliminant un à un leurs membres. De l'autre, Béatrice, découvrant les sombres secrets de Victor, l'engage afin de trouver et assassiner une personne qu'il a agressée par le passé. Tous les deux vont alors monter un plan qui assouvira leur soif de vengeance. Dead Man Down jouit d'un cast plutôt sympathique, puisqu'en plus de Noomi Rapace, on retrouvera Colin Farrell, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert et Armand Assante. Si le pitch ressemble à celui d'un revenge movie plutôt classique, la bande-annonce arrive toutefois à donner envie grâce à une bande-son efficace, une photo particulièrement bien léchée et une atmosphère à la croisée du polar noir et du film d'action. On pourra très rapidement savoir si Niels Arden Opleff a réussi ses premiers pas à Hollywood, puisque Dead Man Down sort aujourd'hui même, le 3 avril 2013. Revenge. I've never thought about it before. But when I saw you, I knew I had my answer. I am Beatrice. Victor. Why'd you follow me? I wanted to find out more about you. I want to take you somewhere. I know why you really came tonight. You want to find out if the girl's been watching you saw what you did. I saw you kill this man. The man who did this to me. I want you to kill him. Get in! They killed my family! The person tracking me. The best thing this person can do is to beg me for mercy. I don't think he'll beg for mercy. He wouldn't get it anyway. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. Shine on, crazy diamond. You know what it is to kill a man? You are caught in the crossfire. You have no idea what you're getting into with me. No idea. No! Don't let me die like this! Come on, You want to save yourself? Do it! come on, stranger, you live. I'm gonna burn it down. Après les bons qualitatifs en termes de comic book movies qu'ont constitué Captain America et The Avengers, on est en droit d'attendre beaucoup du prochain Iron Man 3. Si Jon Favreau avait par miracle livré un premier Iron Man plutôt sympathique, quoique assez misérable en termes d'action, et un second épisode qui en a déçu plus d'un, il ne remplira pas pour ce troisième épisode. En effet, c'est Shane Black qui prend les commandes de la franchise. Si vous ne connaissez pas Shane Black, sachez qu'il est l'un des scénaristes ayant renouvelé le genre du buddy movie à la fin des années 80, début des années 90, avec la trilogie L'Arme Fatale et Le Dernier Samaritain. S'étant reposé sur ses lauriers après avoir rédigé le script de L'Arme Fatale 4 en 98, il revient en 2005 en fracassant tout sur son passage avec l'absolument génial Kiss Kiss Bang Bang et en remettant Robert Downey Jr. sur la voie de la rédemption après son séjour en prison et sa cure de désintox.
Pour ce nouvel épisode, Iron Man devra faire face à son plus grand ennemi, le Mandarin, un chef d'une organisation terroriste doublé d'un génie du mal qui va attaquer Tony Stark sur tous les fronts. On retrouvera au cast Robert Downey Jr., Don Cheadle, Gwyneth Paltrow, Ben Kingsley, Jon Favreau, Guy Pearce, James Badge-Dale, Rebecca Hall, ainsi que Paul Bettany, qui prête une nouvelle fois sa voix à Jarvis. Si de base on attend beaucoup de cet Iron Man 3, surtout grâce à la qualité des précédents films Marvel, ainsi qu'à la personnalité de son réalisateur, les différentes bandes annonces n'ont fait qu'accentuer cette impatience. Les trailers arrivent à installer une atmosphère beaucoup plus lourde et sérieuse que dans les 2 premiers films de la saga, et semblent proposer pas mal de séquences d'anthologie, ce qui attise forcément l'excitation des futurs spectateurs. Espérons que ces bandes annonces ne soient pas que de la poudre aux yeux, comme l'ont été celles de Iron Man 2 à l'époque. Iron Man 3 sortira le 24 avril 2013. Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs. The Mandarin must be stopped. You don't know who I am. You'll never see me coming. What are you going to do about these attacks? The whole world's gonna be watching. The question, where is Tony Stark? Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Mr. Stark. Today is the first day of what's left of your life. I'm gonna offer a choice. Do you want an empty life? Or a meaningful death? You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. We do need backup. That's your department. There's my boys. Pour finir, voici un trailer pour rappeler la sortie la semaine prochaine de Oblivion, le nouveau film du réalisateur de Tron l'héritage, Joseph Kosinski. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. An object came down in 1-7. Got it. On my way. 60 years ago, Earth was attacked. We won the war, but they destroyed half the planet. Everyone's been evacuated. Nothing human remains. Our job is security and drone maintenance. We're the mop-up crew. 2 more weeks, Jack, and we can leave and join the others. Doesn't seem right. We won the war. Now we have to leave. This is Mission Control. How y'all doing this morning? Don't take any chances. It's dangerous down there. I've been watching you, Jack. Who are you? The people you work for lied to you. They told you to follow orders. And soon you would join the others. It's time you know the truth. Jack. How do you know my name? There are people down there. There are things you need to know. I don't want to know! You're still an effective team? We're not an effective team. They're firing on survivors. Stand down! This is insubordinate behavior.
end this. You don't have to die. They don't have to die. It's time to come home. I'm not gonna do that. Earth is my home. Donc il y avait Marie qui s'occupait de nous, donc elle était chargée de s'occuper de tous les auteurs de BD au Max, et donc c'est Marie qui parlait, la pauvre. Donc nous, les auteurs de BD, croyez-moi, on n'a rien dit. On était mais tellement des flippettes, on n'a rien fait, on l'a laissé parler, c'est elle qui avait les clés, c'est elle qui payait, voilà. Et donc, le serveur s'approche et il voit que les assiettes sont pas finies et il s'adresse à Marine directement. Mais imaginez, avec le gominet à l'arrière, vous voyez, tu vois, avec du pento et tout, le truc qui se vend plus, quoi. Et comme ça, il fait, vous savez pas manger? Non, mais j'ai pas très faim. Et il regarde toutes les assiettes et il voit qu'il y a plein d'assiettes qui sont... Il fait, vous avez pas aimé? Il fait, c'est pas ça... Et le mec, il parlait pas très bien français. Donc en plus, elle essayait de trouver des mots, comment dire... un peu compliqué pour pas être méchante. Mais le mec, il pigeait pas. Donc il faisait, vous avez pas aimé? Et elle fait, non mais il y avait un peu trop de sauce. Il y avait non, pas assez de sauce. Il y avait pas assez de sauce. Et le mec, il fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Dites-le si c'est pas bon. Et là, elle fait, non mais, non. C'est pas ça, mais on n'a pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Le mec, il lui lance un regard noir et il s'en va. Et on est à table et on dit plus rien. On est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? En plus, ils étaient beaucoup, ouais, avec des chemises noires, toutes, machin. On s'est dit, en fait, on va se faire tuer. On va se faire tuer parce qu'on a dit que c'était pas bon. Et le mec, il revient et il fait, on va vous en offrir encore. Et on fait, quoi? Et il fait, on va vous en servir. Vous pouvez pas. Demain, vu que demain, c'est prévu que vous remangiez là. Quoi? Quoi? Demain on doit remanger là? Il faut que vous aimiez. Et le mec, il se propose de nous redonner une autre ration de plats géants comme ça. Et tous en fait, non. Il fait, comment ça, non? Et on fait, non. Et après il nous fait, alors j'offre le dessert. Et on fait, d'accord. Et c'était le mec, finalement il était adorable, mais avec un look et une manière de parler, mais... Bon, bref, ça s'est bien fini. Et le lendemain, c'était bon. Le lendemain, ils ont travaillé et c'était bon. Voilà. Mais à mon avis, on a mangé des poils. Ouais. Voilà. On regarde un des 6. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. En octobre 2009, dans Double Face, nous nous étions rendus au monde du jeu et nous avions eu le plaisir d'interviewer Rob Boyle au sujet de son nouveau jeu de science-fiction transhumaniste, Eclipse Phase. Le jeu venait de sortir aux États-Unis et la version française devait, a priori, ne pas se faire attendre. Sauf qu'au final, on l'aura attendu plus de 3 ans. Eclipse Phase est enfin sorti en français chez Black Book Edition. Mieux vaut tard que jamais, mais valait-il cette longue attente ? N'y allons pas par 4 chemins. Le futur dépeint par Eclipse Phase n'est pas réjouissant. Les progrès technologiques se sont multipliés de consort avec la dévastation de la Terre par la pollution et l'exploitation aveugle de ses ressources. Tandis que l'humanité étendait son influence dans le système solaire, construisant des habitats spatiaux et terraformant les autres planètes, l'informatique continua sa folle évolution. Les intelligences artificielles devinrent toujours plus futées, et la science fut également en mesure de doter certaines races animales de conscience. Bientôt, la notion même de conscience changea du tout au tout. Il devint possible de cartographier l'âme humaine et la convertir en données numériques. La mort, la maladie n'était plus une fatalité. Il devenait possible de télécharger sa conscience dans de nouveaux corps. L'être humain avait-il enfin dépassé sa condition? Non, la cupidité restait son principal moteur. Une énième guerre éclata entre les gouvernements terriens et les hypercorps qui s'étaient depuis longtemps exilés dans l'espace pour le contrôle d'une terre pourtant exsangue. Alors que le conflit faisait rage, tout bascula. Les titans, les intelligences artificielles stratégiques, devinrent soudain conscientes. Elles se retournèrent contre leurs créateurs et lancèrent une offensive globale contre les humains.
Les humains ripostèrent avec leurs armes nucléaires. En l'espace d'une petite semaine, de 8 milliards d'individus, l'humanité n'en comptait plus qu'un demi. Les survivants commencèrent un exode massif vers les étoiles, laissant derrière eux une terre irradiée. C'est alors que les titans disparurent. Ces consciences numériques devenues toutes puissantes partirent à leur tour dans l'espace, téléchargeant de force des milliards de consciences humaines. Elles franchirent de mystérieux portails appelés portes de Pandore et disparurent dans l'infinité du cosmos. Nous sommes 10 ans après la chute. L'humanité a laissé la place à la transhumanité, conscience vagabonde condamnée à occuper des corps d'emprunt, continuant de s'entre-déchirer pour le contrôle des ressources et des habitats spatiaux. Pourtant, elle sait désormais qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Outre les titans qui sont toujours quelque part là-dehors, la transhumanité est également entrée en contact avec une race extraterrestre, les courtiers, des sortes de limaces se déclarant ambassadeurs d'autres peuples du cosmos. Les courtiers ont mis en garde les humains contre les portes de Pandore et ceux qui pourraient se trouver au-delà, mais l'avidité des hypercorps est trop grande. Pendant ce temps, le nombre d'humains diminue de jour en jour. Le terrorisme et l'anarchie règnent. Certains sombrent dans la folie et la paranoïa, ne sachant plus si leurs souvenirs sont réels ou si leur conscience est bien la leur. D'autres sont transformés en mutants par de mystérieux nanovirus. Plus que jamais, l'espace n'est que ténèbres où personne ne vous entend crier votre angoisse existentielle. Les personnages que les joueurs incarnent dans Eclipse Phase sont des membres d'une organisation appelée Firewall. Agissant dans l'ombre des hypercorps et des factions du système solaire, Firewall se consacre à la survie de l'humanité, même si cela signifie parfois commettre des horreurs et des sacrifices. Eclipse Phase différencie l'ego et le morphe du personnage. L'ego, c'est sa conscience, son identité profonde. Le morphe, c'est le corps qu'il habite. Les notions de race et de sexe sont devenues très secondaires dans le monde transhumaniste, tout comme la différence entre l'homme et la machine d'ailleurs. Dans Eclipse Phase, la mort n'est pas une fin. Vous vous téléchargez simplement dans un nouveau corps. Mais si la dernière sauvegarde de votre conscience commence à dater, vous y perdrez tout un pan de votre existence. Au passage, on ne joue pas nécessairement un humain dans Eclipse Phase. En effet, il est aussi possible de jouer un animal surévolué comme un oiseau ou une pieuvre par exemple. Il est aussi possible de jouer un membre de la génération perdue, une tentative de repeupler la race humaine en clonant des enfants et en les soumettant à une croissance accélérée. Inutile de dire que les résultats de cette expérience sont pour le moins instables et développent parfois d'étranges pouvoirs. Eclipse Phase utilise un système de jeu à base de pourcentage. Chaque compétence est représentée par un nombre allant de 0 à 99. Lorsque le joueur veut utiliser la compétence en question, il lance 2 dés à 10 faces, un pour les dizaines, l'autre pour les unités. Pour réussir le jet, il faut que le résultat soit inférieur ou égal au score de la compétence. Évidemment, le meneur de jeu pourra corser les choses en infligeant des malus de 10, 20 ou même 30. En cas d'échec, le joueur pourra également dépenser des points d'audace pour inverser les résultats des 2 dés. Eclipse Phase valait-il l'attente? La réponse est oui, oui et encore oui. Il s'agit d'un des jeux de rôle de science-fiction les plus prenants de ces dernières années. Un univers sombre, souvent glauque, mais extrêmement riche et bourré d'idées. Imaginez-le comme un croisement entre les romans de Richard Morgan, la littérature cyberpunk, Alien et Dead Space. L'univers du jeu possède également de nombreux mystères, dont une petite partie seulement est dévoilée à la fin du livre de base. Finalement, si Eclipse Phase a un défaut, c'est de souffrir parfois de sa richesse, justement. Le livre déborde tellement de concepts et d'idées que la première lecture donne le tournis. De plus, un peu comme Shadowrun par exemple, il faudra jongler avec de nombreux éléments, entre les véhicules, le hacking, les pouvoirs psy, les différents types de morphes, certains tenant plus du mecha que du simple corps artificiel, bref, c'est dense. Sans nul doute, Eclipse Phase est plutôt destiné à des meneurs de jeu ayant un peu de bouteille. Mais sous ses airs intimidants, il s'agit du jeu à ne pas rater en ce début d'année, surtout si vous aimez la science-fiction post-apocalyptique. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Voilà, ce 120% est terminé. Le MAGS, c'était aussi organisé par le TGS. Le TGS à Wanami, c'est le 13 et le 14 avril. Et j'y suis. Voilà. Venez nous voir. Et il y aura même un débat sur les web-séries, avec pas mal de gens des web-séries, que j'animerai. Voilà. Et c'est moi qui ai fait l'affiche cette année. C'est ma première affiche de festival. Voilà. Au revoir. Merci Alex. Merci David.